Les élections législatives sur RCF. Une émission présentée par Jean-Baptiste Cocagne. Bonjour à toutes et bonjour à tous. RCF Lyon se mobilise pour les élections législatives anticipées convoquées après la dissolution de l'Assemblée nationale prononcée par le président de la République au soir des élections européennes. C'est donc un retour aux urnes bien plus rapide que prévu qui nous attend en France. Et RCF tient à vous aider à discerner avant d'aller voter le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Alors nous allons vous proposer un débat aujourd'hui avec les candidats de la deuxième circonscription lyonnaise, deuxième circonscription du Rhône très exactement, un territoire de 120 000 habitants qui comprend l'intégralité des 1er et 4e arrondissements de Lyon, ainsi que le nord du 2e et du 9e arrondissement qui correspond à Vèze, Saint-Rambert, La Duchère et au nord de Perrache. Alors pourquoi avoir choisi cette circonscription ? Eh bien parce que c'est la seule dans le Rhône où l'on est sûr qu'il y aura un nouveau député, car le sortant, Hubert Julien Laferrière, ne se représente pas après 7 ans de mandat. Alors un peu d'historique sur cette deuxième circonscription. Dans les années 1980, elle est socialiste avec Gérard Collomb, puis RPR dans les années 90 et 2000 avec Michel Noir, comme quoi apparemment il faut être maire de Lyon pour cette circonscription. Il y a eu aussi Henri Chabert, Emmanuel Hamelin. Entre 2007 et 2017, c'est le socialiste Pierre-Alain Muet qui en est le député. Un rythme d'alternance entre gauche et droite. Cette année, ils sont 11 candidats, c'est le nombre le plus élevé dans le Rhône dans les circonscriptions. 3 sont avec nous en studio pour ce débat. Tout d'abord, Marylle Guillotot, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Candidate pour Les Républicains. Vous êtes deuxième adjointe au maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, en charge de la culture, du sport et de la jeunesse. Alors Guillotot, votre nom de famille dira peut-être quelque chose à nos auditeurs. Vous êtes la fille du président actuel du conseil départemental du Rhône, Christophe Guillotot. À vos côtés, Boris Tavernier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes candidat pour le nouveau Front Populaire, l'Union de la Gauche, proche des écologistes. Vous n'avez jamais été élu. C'est d'ailleurs votre première participation à une élection, tout scrutin confondu. Vous êtes, comme on dit, issu de la société civile et plus particulièrement du monde associatif. Vous avez créé l'association VRAC, vers un réseau d'achat en commun qui lutte contre la précarité alimentaire à travers des groupements d'achat de produits bio redistribués dans les quartiers populaires. Alors votre nom de famille évoquera aussi au Lyonnais un cinéaste fameux, Bertrand Tavernier, mais pour le coup vous n'avez aucun lien avec lui, aucun. Vous confirmez. Je confirme. Enfin Loïc Terren, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également, vous êtes le candidat de la majorité présidentielle. Vous étiez déjà candidat dans cette deuxième circonscription du Rhône il y a 2 ans, vous aviez perdu au second tour avec 48% des voix. Vous baignez dans le monde politique puisque vous avez effectué vos premiers pas professionnels comme conseiller du président de la métropole de Lyon quand il s'agissait de David Kimmelfeld, si c'est bien ça. Vous avez été aussi chef adjoint du cabinet d'Olivier Véran quand celui-ci était ministre du Renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Alors vous entendrez aussi dans cette émission la candidate du Rassemblement national, Anaëlle Bilot, qui n'a pas souhaité se rendre disponible pour ce débat. Et puis on cite les 7 autres candidats de cette deuxième circonscription du Rhône. Delphine Bridet pour Lutte ouvrière, Vanessa Etienne pour Reconquête, Karine Mahmoud-Ventam pour Le Mouvement, Pascal Coulan pour Notre Futur, Anthony Bruno pour le Nouveau Parti Anticapitaliste, Michael Jouteux pour le Parti des Travailleurs et Nizar Touiri. Alors c'est parti pour ce débat. Merci d'être avec nous encore une fois à tous les 3. Alors tout d'abord peut-être une première question de présentation. Vous avez 1 minute pour dire qui vous êtes et pourquoi vous avez choisi de vous présenter comme candidat. On va commencer avec vous, Boris Tavernier. Comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, je suis issu de la société civile, non encartée, et ça fait 20 ans que j'essaye de marcher sur mes 2 pieds en soutenant l'agriculture paysanne, l'agriculture biologique, et en essayant aussi de la rendre accessible. D'abord en créant une coopérative connue des Lyonnais à la Guillotière de l'autre côté du pont, un bar, restaurant, salle de spectacle, puis avec VRAC qui a démarré ici à La Duchère, avec cette forte volonté de réduire les inégalités, notamment en termes d'accès à l'alimentation, et ce projet né à Lyon a fait des petits. On est maintenant présent dans une 20aine de villes en France. Mon travail a évolué. J'ai passé les premières années à être vraiment sur le terrain, à remplir des sacs de farine et de lentilles. Et puis petit à petit, je me suis transformé en développeur pour aller développer le projet sur d'autres territoires. Et enfin, maintenant, plus sur le côté plaidoyer politique, donc d'essayer aussi d'influer, de changer les lois. VRAC est une association habilitée aide alimentaire, mais c'est la seule qui n'est pas liée au gaspillage, aux invendus. Donc on essaye de montrer
d'autres possibles. Alors Marie Guillotot, qui êtes-vous? Je ne l'ai pas précisé dans votre présentation, mais vous êtes chargée de mission au sein d'une collectivité territoriale qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Exactement, alors Marie Guillotot, 38 ans, j'ai 2 enfants, j'ai un diplôme en sciences politiques et communication politique, j'ai également fait des formations à l'IHEDN, qui est l'Institut de défense nationale. Je suis chargée de mission à la région depuis quelques années. Je suis engagée et encartée depuis plus de 20 ans, présente sur toutes les campagnes dans notre parti. Je suis à mon 2e mandat local à la mairie du 2e. Je suis en charge de la jeunesse, de la culture et du sport. Et je suis également réserviste gendarme opérationnel sur le terrain. Je tenais également à présenter, puisqu'ils ne sont pas là, mon suppléant. Je suis avec un suppléant qui s'appelle Hugo Fetter, qui est commerçant dans le 4e, engagé dans les associations également. Un jeune qui a 24 ans. Pourquoi votre candidature en quelques mots? Face au chaos auquel le président a plongé la France, il fallait être présent pour défendre nos valeurs. Cela m'a été proposé et j'ai accepté ce défi avec plaisir pour les Républicains. Pour les Républicains. Loïc Terren, pour la majorité présidentielle, qui êtes-vous? Écoutez, j'ai 28 ans, je suis cadre dans une start-up dans le domaine de l'éducation et de l'orientation. Je suis aussi président d'une association qui s'appelle Confluence, qui est engagée à Lyon pour les habitants, les commerçants et les associations lyonnaises, engagée depuis 2 ans, depuis cette candidature en 2022 dont vous avez parlé. Je connais aussi bien les institutions locales et nationales, puisque vous l'avez dit, j'ai travaillé à la métropole de Lyon, mais aussi à l'Assemblée nationale et en ministère. Et puis, j'ai aussi créé une entreprise et travaillé dans le domaine de l'édition. Et toutes ces palettes me donnent différents sujets qui me tiennent à cœur, à commencer par l'école, évidemment, la question du logement, des mobilités, la question de la sécurité. Et sur tous ces sujets, que ce soit à Lyon ou à l'Assemblée, je veux être à la fois un contre-pouvoir du projet qui est porté par la municipalité à Lyon, mais aussi un député efficace dans une majorité efficace et progressiste à l'Assemblée nationale pour un projet financé et réaliste. Donc contre-pouvoir local, mais majorité présidentielle pour le coup. C'est dans cette majorité que je me place, oui, tout à fait. Alors entrons dans les programmes, si vous le voulez bien, concernant le pouvoir d'achat. C'est la grande question qui arrive avec une campagne express. On se recentre également sur ce thème. L'inflation qui rogne les budgets des ménages depuis bien maintenant plus de 2 ans. Le nouveau Front Populaire a annoncé ce vendredi le chiffrage de son programme, 25 milliards de dépenses et 30 milliards de recettes. Boris Tavernier, quelles sont les mesures phares portées par l'Union de la gauche dans cette campagne législative? Aujourd'hui, sur les questions de pouvoir d'achat, évidemment, il y a un enjeu qui est énorme. Ça fait plus de 7 ans que les gens plongent un peu plus dans la précarité. Je le vois au quotidien chez VRAC, je vois les fils s'allonger dans l'aide alimentaire, des personnes qui sautent des repas. Enfin, un Français sur 3 saute un repas. Aujourd'hui, des gens qui sont au SMIC ne peuvent plus se nourrir non plus correctement. Donc il y a un enjeu de relever le salaire minimum, donc le SMIC à 1 600 €, mais aussi les minima sociaux, et ça me semble vraiment indispensable. Aujourd'hui, les retraités ne s'en sortent pas, les étudiants ne s'en sortent pas. Donc déjà, de pouvoir augmenter le SMIC et les minima sociaux, c'était hyper important. On a ensuite le blocage des prix sur les produits de première nécessité. Ça, je pense que c'est une mesure aussi qui va être prise très vite pour répondre à cette urgence-là et qui nous amènera à réfléchir un peu plus loin sur d'autres sujets, notamment sur la sécurité sociale de l'alimentation. Et donc tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc oui, mais aujourd'hui, les recettes ont été de nouvelles taxes. Bien sûr, ont été calculées, mais c'est des taxes, des impôts qui vont vraiment être touchés par 10% des plus riches dans notre pays. Aujourd'hui, on est quand même en France le 3e pays où il y a le plus de millionnaires. On a 2 800 000 millionnaires en France. Et à côté de ça, on a des gens qui ont faim tous les jours. Donc il y aura une progressivité dans l'impôt, des 14 tranches, qui permettront vraiment à tout le monde de pouvoir s'y retrouver. Sur ce que vous ressentez avec votre expérience, vous nous en avez parlé rapidement, mais le pouvoir d'achat, en étant député, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut avoir une influence? On peut en avoir une influence en agissant évidemment sur les questions de logement et notamment sur l'encadrement des loyers. Aujourd'hui, c'est vraiment cette facture du loyer qui empêche les personnes de se nourrir, de devoir arbitrer entre aller chez le médecin ou acheter à manger. Donc il y a une vraie urgence à agir sur
sur cette question de logement, à relancer aussi de la construction. On a quand même un gouvernement qui a amputé d'1,4 milliard les bailleurs sociaux chaque année, donc ça génère une vraie crise aujourd'hui, et il y a un manque de logements très fort, donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette volonté de nouveau construire 200 000 logements par an et pas 20 000 comme était proposé par Gabriel Attal il y a quelques mois. Loïc Terren, sur ces questions de pouvoir d'achat, les mesures phares pour la majorité présidentielle? Écoutez, déjà, je crois qu'on a notre bilan en matière de pouvoir d'achat, car contrairement à ce que dit M. Tavernier, c'est cette majorité qui a supprimé bon nombre de poids dans le budget des ménages, que ce soit à Lyon comme sur le plan national. Je rappelle que nous sommes la majorité qui a supprimé la taxe d'habitation, nous sommes la majorité qui a supprimé la contribution sur l'audiovisuel, nous sommes la majorité qui n'a pas augmenté les impôts, et on en parlera sûrement, mais quand on regarde le programme du Front Populaire, je pense que chacun peut commencer à avoir peur, et pas uniquement 10% des Français. Et puis nous sommes la majorité qui veut permettre aux Français de gagner plus tout en dépensant moins. Et donc Gabriel Attal a présenté un certain nombre de mesures que l'on souhaite porter, que ce soit pour nos retraités, pour que les retraites soient indexées sur l'inflation au vu du contexte actuel, que ce soit sur l'achat d'un logement, notamment pour les catégories les plus modestes et les catégories de la classe moyenne, ou même les jeunes, en supprimant les frais de notaire sur des achats de logement jusqu'à 250 000 euros. On propose aussi d'augmenter la prime de pouvoir d'achat, la fameuse prime Macron, jusqu'à 10 000 euros, parce qu'elle permet à des salariés qui travaillent dur de pouvoir bénéficier d'une prime qui n'est ni chargée ni fiscalisée. Et donc ça permet aussi aux employeurs de contribuer à cet effort pour le pouvoir d'achat de l'ensemble des Français. On a aussi la baisse de 15% des tarifs de l'électricité. Comment vous comptez vous y prendre? Est-ce qu'on sort du mécanisme européen? Comment ça se passe? Il y a une réforme du marché de l'électricité qui est en cours, qui n'est pas encore appliquée. D'ailleurs, le Premier ministre l'avait signalé à monsieur Bardella, mais nous, on propose quelque chose d'assez réaliste, c'est-à-dire que face à des promesses illusoires où on nous dit que 15 jours après une potentielle arrivée au pouvoir, les prix baisseraient automatiquement, nous, on reste sur en fait, des périodes de révision qui, en l'occurrence, sont fixées durant l'hiver pour pouvoir organiser cette baisse, tout comme on l'a fait quand on a fait le bouclier énergie ou le bouclier loyer pour protéger notamment les plus modestes et les gens de la classe moyenne. Donc là encore, même question que pour le candidat de l'Union de la gauche. Comment vous comptez financer des choses qui peuvent potentiellement coûter? Écoutez, nous, sans augmenter les impôts, c'est le leitmotiv de la majorité présidentielle. On a toujours porté un projet réaliste. Si vous voulez, quand je regarde le programme du Front Populaire à peu près 300 milliards d'euros par an, ce qui est l'équivalent du PIB du Portugal, je pense que c'est à mon collègue de droite qu'il faudrait poser la question. Parce que, qui est situé sur votre droite dans le studio. Oui, alors oui, à ma gauche. Non, excusez-moi, c'est la confusion pour les auditeurs. Je sais qu'il y a de la clarification dans l'air, mais enfin quand même. Mais en l'occurrence, oui, notre projet, il sera financé par aussi... Vous l'avez chiffré aujourd'hui, vous aussi, votre programme? Bien sûr, l'ensemble des mesures sont chiffrées, oui. Parce que c'est des mesures qu'on a déjà pu présenter. En l'occurrence, la prime de pouvoir d'achat en plus, c'est du gain de pouvoir d'achat et donc c'est des recettes en plus pour l'État. Donc ce ne sont que des mesures, certes ambitieuses pour les Français parce qu'elles leur redonnent du pouvoir d'achat, mais en même temps, elles sont réalistes. C'est quand même drôle de prendre une leçon d'économie par quelqu'un qui a perdu 800 milliards, qui a creusé la dette de 800 milliards. On va passer à Marie Guillotot, si vous voulez bien, vous auriez fait, candidate pour les Républicains. Concernant le pouvoir d'achat, votre parti et la ligne, on va dire, non Ciotti compatible, qu'est-ce qu'elle défend? En effet, le pouvoir d'achat est aujourd'hui au cœur des préoccupations des Français. Il faut absolument redonner du pouvoir d'achat aux Français. Les salaires ne progressent plus et l'inflation fait que diminuer ce pouvoir d'achat. Il faut ramener le déficit public en dessous des 3% du PIB et baisser les impôts. Nous proposons qu'il est possible de concilier une baisse des dépenses publiques et une meilleure qualité des services, qui est une priorité absolue. Aujourd'hui, on a une absence totale de nos dépenses publiques. On a abouti à 1 000 milliards, pas 800, 8 000 milliards de dettes publiques supplémentaires, ce qui représente 45 000 euros par Français quand même. Nous, les Républicains, nous proposons de réindustrialiser la France pour le pouvoir d'achat. Nous devons être un pays qui produit et pas non seulement un pays qui consomme. L'industrie procure des emplois de qualité. Il faut également baisser les charges entrepreneuriales et taxer les importations qui ne respectent pas nos normes. Il faut baisser les cotisations sociales salariales pour augmenter les salaires. Il faut savoir qu'à peu près sur 100 euros qui sont dépensés par un employeur, c'est moins de la moitié qui est touchée par le salarié. Il faut absolument baisser ces cotisations.
Également, il est primordial de relocaliser les productions industrielles et encourager le Made in France. Il faut aussi lutter contre la bureaucratie et supprimer tout ce qui est les normes inutiles. Il est évident qu'il faut accompagner tous les Français sur la baisse du prix du carburant. Il faut lutter contre les abus de notre modèle social. Nous devons absolument réformer l'assurance chomage et rationaliser les allocations sociales. Il faut aussi mieux rémunérer le travail. Donc l'assurance chômage, on revient dessus. Elle a été réformée 4 fois quasiment en 7 ans. Pour vous, il faut une nouvelle réforme. Dans quel sens ? Il faut continuer les progrès. Il faut absolument continuer le progrès et les contrôles dans ce sens. Les progrès, c'est-à-dire ? Il faut que c'est une meilleure répartition sur l'assurance chômage et qu'il y ait aussi un meilleur suivi des personnes qui touchent les aides. Sur la question de la dette, les Républicains et ses patrons mettent l'accent véritablement là-dessus. C'est ça la grande différence aujourd'hui qui vous oppose à la majorité présidentielle ? Nous, on passe par un travail mieux revalorisé. Nous avons proposé ce qui a été refusé à l'Assemblée par le groupe LFI. On a proposé de convertir les RTT en salaire. Nous savons également aujourd'hui que les gens, c'est bien beau d'avoir des congés, mais s'ils ne peuvent pas partir en vacances, ils veulent pouvoir payer leurs factures. Nous avons proposé ça et on propose d'augmenter le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires pour que le pouvoir d'achat des Français puisse augmenter. Et également aussi tout ce qui est sur l'accession au logement. La priorité est essentielle aujourd'hui. Il faut protéger les propriétaires des mauvais payeurs et des squatteurs, mais il faut aussi accompagner le marché locatif et baisser les impôts sur les revenus locatifs et accompagner tous les Français pour l'accession à la propriété avec l'extension du PTZ, du prêt à taux zéro, mais aussi tout ce qui est les crédits d'impôt pour la rénovation énergétique. Alors, concernant la gauche, Boris Tavernier, il y a un thème totem, on va dire, c'est la réforme des retraites. Expliquez-nous en quoi l'une des premières mesures qu'aimerait prendre ce nouveau Front populaire, c'est de revenir sur la réforme des retraites. Parce que la rue l'a demandé longuement, très longuement. L'exécutif était plutôt sourd et nous a plutôt envoyé des policiers plutôt que des gens pour dialoguer. Aujourd'hui, on ne va pas revenir à 60 ans. On parle vraiment de réformer, de rester sur une retraite à 62 ans et non 64. Encore une fois, il y a tellement d'inégalités là-dessus. Il y a tellement de gens qui souffrent du travail. Que ça devient délirant de travailler aussi longtemps quand on est ouvrier, quand on est éboueur, quand on passe sa vie à la chaîne. Donc il y a un vrai enjeu, en tout cas, d'abroger cette loi, comme la loi immigration et comme la loi sur le chômage. Il y a beaucoup de travail, on veut commencer par ça tout de suite et reconstruire. Donc évidemment, on n'a pas du tout la même position. Ces 40 dernières années montrent que en fait, la crise, elle s'installe, elle est toujours là et on peut dire ce qu'on veut. Moi, je vois toujours qu'il y a à peu près 12 millions de personnes pauvres dans le 7e pays le plus riche du monde et que les riches sont toujours plus riches. Donc évidemment que ça peut faire hurler mes voisins de gauche dans le studio, mais on a bien vu que ça ne fonctionnait pas et il faut prendre le chemin inverse. On peut ricaner du coût du programme, on peut se moquer de ça. J'ai quand même l'impression que les plus grands économistes aujourd'hui en France valident ce programme, même des économistes qui avaient travaillé sur le programme de Macron il y a quelques années. Donc je pense qu'on peut être quand même assez crédible et qu'aujourd'hui, il faut relancer de l'investissement. Et c'est aussi comme ça qu'on va recréer de la richesse. Et c'est de cette manière aussi où on peut permettre aux Français de mieux vivre. Loïc Terren, la réforme des retraites, je le disais, c'est quelque chose qui revient avec cette dissolution au premier plan. On vous a entendu tout à l'heure dire que maintenant, l'une des mesures que la majorité présidentielle prône, c'est l'indexation des salaires, enfin des retraites sur l'inflation. Qu'est-ce que vous amendez, on va dire, dans cette réforme des retraites pour cette campagne législative ? Quelque chose où finalement on n'y touche pas ? Je vous ai parlé de cette fameuse mesure sur l'augmentation des retraites, enfin l'indexation sur l'inflation. Pourquoi on peut se le permettre ? Parce qu'on a voté en responsabilité une réforme des retraites qui nous permettait d'être à nouveau à l'équilibre dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui. C'est pas propre à la France. C'est international, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pays dans lesquels le vieillissement de la population fait que nous avons moins d'actifs que de retraités. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant au fil des années. Et donc le système sera, en tout cas avant la réforme des retraites, il allait être de moins en moins à l'équilibre au fil des années. Et donc il y avait nécessité à rééquilibrer tout ça en partant d'un constat, c'est qu'en moyenne les Français aujourd'hui,
en fonction de leurs situations qui sont parfois complètement différentes, que ce soit la question des carrières longues qu'on prend en compte, que ce soit la question des métiers pénibles, que ce soit la question de l'âge à partir duquel vous allez commencer à travailler. Mais en moyenne, les Français, ils partaient jusqu'à présent à 63 ans et demi pour avoir une carrière complète et donc bénéficier d'une retraite à taux plein. 63 ans et demi. Bon, eh ben, en fait, on a fixé un calendrier progressif pour qu'à horizon 2030, et non pas depuis que la réforme a été adoptée, contrairement à ce que certains ont pu dire, parce qu'on joue parfois sur les peurs. Vous me disiez que vous êtes bien placé pour le savoir. Vous me disiez que vous me disiez qu'on ricanait des 300 milliards. Moi, je trouve ça très sérieux. Au contraire, ça me fait pas ricaner. Par contre, ce qui me fait ricaner, c'est que vous puissiez raconter ce genre de bêtises. Donc, on a un calendrier progressif jusqu'à 2030 pour que en 2030, une carrière complète soit fixée à 64 ans. Hors métier pénible et carrière longue. Et Marie donc, Liotto sur les Républicains, pour les Républicains sur la réforme des retraites, il faut y revenir là-dessus ou pas? Nous avons une proposition pour la réforme des retraites, c'est évidemment, il faut savoir s'il y a 2 millions de retraités qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois. C'est indigne pour des Français après avoir travaillé toute leur vie. Nous proposons d'augmenter cette retraite minimum à 1 200 euros, que les Français puissent vivre dignement. Également, il faut revenir sur l'aménagement du dispositif des retraites anticipées pour les carrières longues, avec un départ à la retraite à taux plein après 43 années de cotisation. Et il faut aussi harmoniser vers le haut les pensions des retraites de reversion. Il y a un point également qui touche les retraités auxquels je voulais évoquer. C'est après avoir travaillé toute une vie et avoir mis leurs économies de côté, il faut permettre aux Français de transmettre leurs produits de leur vie de travail à leurs enfants et leurs petits-enfants. Et il ne faut pas imposer la transmission familiale des entreprises, mais aussi des exploitations agricoles. Il faut libérer la transmission et les donations de patrimoine. Les élections législatives sur RCF, émission spéciale. Et Jean-Baptiste Cancagne à l'antenne, merci de nous rejoindre sur RCF. Si c'est le cas, vous êtes en train d'écouter un débat pour ces législatives 2024, législatives inattendues, législatives express aussi, avec 3 semaines de campagne, et nous sommes avec 3 candidats de la 2e circonscription du Rhône. C'est une circonscription lyonnaise qui recoupe les 1er et 4e arrondissements, ainsi que le nord des 2e et 9e arrondissements. Alors justement, cette 2e circonscription, parlons-en. Quelle priorité pour la 2e circonscription? C'est la question que je vais vous poser à tous les 3. Décliner un peu les programmes nationaux que vous défendez en version locale. Et on va commencer avec la candidate du Rassemblement national, Anaëlle Bilot, qui nous propose, qui nous donne ses priorités pour cette 2e circonscription. Ce que j'ai envie de porter, c'est surtout défendre le centre-ville et toute la ville d'ailleurs par rapport à l'insécurité, surtout auprès des femmes, parce que je vois que en l'espace d'un an, il y a eu plus de 450 agressions sexuelles par rapport à 2022. Si on sort en tant que femme, maintenant, on est toujours obligé d'être accompagné, et c'est ce que je veux défendre en premier dans cette ville. Renforcer les moyens des forces de l'ordre, investir aussi plus dans les caméras, parce qu'une agression dans une petite ruelle où il n'y a pas de caméra, forcément, c'est très difficile après au niveau de la plainte. Je parle en connaissance de cause. Il y a quelques années, je me suis fait agresser par 4 personnes. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien du tout. Je me suis retrouvée comme ça. Il n'y a pas eu, même si j'ai porté plainte, il n'y a pas eu de suite. Donc non, investir aussi vraiment dans les caméras de surveillance, donner les moyens aux forces de l'ordre de pouvoir aussi défendre les gens et se défendre eux aussi, parce qu'ils sont caillassés régulièrement, ils sont agressés régulièrement, et ça, non, je ne le conçois pas du tout. On est en France. Et il faut respecter l'uniforme. Anaëlle Bilot, candidate du Rassemblement national pour cette 2e circonscription du Rhône, qui n'a pas pu se rendre présente pour ce débat. Une interview enregistrée 24 heures avant le débat, dans les conditions du direct avec les autres candidats. Loïc Terren, pour la majorité présidentielle, quelles sont vos priorités pour cette 2e circonscription du Rhône? Écoutez, moi, depuis que je suis sur le terrain dans cette circonscription et que je rencontre les Lyonnais, il y a souvent des sujets qui ressortent quasiment à chaque fois dans nos échanges. Il y a un premier sujet qui est évidemment celui d'une ville qui protège tout le monde. Et donc la candidate du RN en parlait, mais elle a sans doute oublié que nous avions pris un certain nombre de mesures sur la sécurité. Il est vrai qu'aujourd'hui, il faut renforcer la sécurité dans cette ville et dans cette métropole, et qu'il faut lutter de façon plus ardente contre la délinquance. Et le ministre de l'Intérieur avait justement en 2020 promis
300 effectifs de policiers supplémentaires, policiers et gendarmes, sur la circonscription de Lyon. C'est chose faite, et non seulement c'est chose faite, mais nous avons même doublé ce chiffre puisque nous sommes à 680 postes supplémentaires nets, en prenant en compte les personnes qui sont parties à la retraite. Et aujourd'hui, ça commence à porter ses fruits, puisqu'on voit que les vols avec violence, par exemple, sont en baisse. On voit que les cambriolages sont en baisse. On voit que les saisines de drogue sont en augmentation. On a, par exemple, organisé des opérations place nette qui permettent de faire des saisies massives et des interpellations, par exemple, sur la place Mazagran. Et derrière, ça touche l'ensemble de la ville de Lyon, y compris notre circonscription. Et tout ça a été permis par une loi qui s'appelle la LOPMI. C'est pas très sexy, mais c'est la loi qui donne des moyens au ministère de l'Intérieur pour l'ensemble de ce quinquennat. Et figurez-vous que cette loi-là, la gauche, parfois unie, parfois désunie, ne l'a pas votée, alors que ça venait directement servir la protection et la sécurité de nos concitoyens. Marie Guillotot, je voyais hausser des sourcils sur la question de la de la baisse de la délinquance. Je pense que M. Terre n'est pas tous les jours sur le terrain. C'est pas du tout ce que la population ressent. C'est pas du tout ce qu'on a en mairie. C'est pas du tout ce qui est effectif avec les forces de l'ordre. En effet, à Lyon, le sujet numéro 1 est l'insécurité. Les Lyonnais veulent plus de sécurité. Ce qu'on aimerait d'abord, c'est un parlementaire qui soit présent sur notre terrain, chose qu'on n'a pas vue depuis quelques années. Donc, ça serait un parlementaire. Je pense que vous êtes tous d'accord. Voilà. Il faudrait le demander à M. Tavernier. Voilà, donc quelqu'un qui défend déjà la circonscription et qui porte les sujets essentiels. Vous savez que je suis une élue du territoire depuis 2 mandats. C'est une chose auquel je m'y attelle déjà au quotidien. Les forces de l'ordre ne sont pas assez nombreuses, n'ont pas assez de moyens. Il faut absolument donner plus de force et plus de moyens et tourner aussi vers la technologie. On sait très bien que nous avons un maire qui refuse, malgré les aides proposées d'autres collectivités, la mise en place de caméras. Et lorsqu'elles sont effectives, elles ne sont pas remplacées ni réparées. Une bonne partie ne sert à rien dans le parc de caméras. Il pourrait avoir un PC caméra qui serait beaucoup plus performant. On s'est tous fait agresser à Lyon. C'est arrivé à tout le monde. Voilà, c'est le cas dans le métro, dans la rue, on s'est tous fait voler quelque chose. Le quotidien, c'est quand vous allez à la police, déjà vous avez des heures d'attente. Si vous faites une plainte en ligne, ils ont tellement de demandes que les plaintiers ne peuvent pas recontacter tout le monde derrière. Au bout de tant de jours, les plaintes sont annulées. Une fois que vous avez déposé plainte, comme vous n'avez pas d'éléments, puisqu'il y a peu de caméras, les poursuites ne sont pas faites puisqu'ils n'ont pas le temps de faire des enquêtes, mais que ce soit pour des vols ou des faits plus graves. Ensuite, si vous êtes témoin de méfaits, vous appelez le numéro, que ce soit de jour ou de nuit. La première question qu'on vous fait, on vous dit « Attendez, je ne sais pas si j'ai une patrouille, ça ne sert à rien de nous donner les éléments. » Vous pouvez dire « J'ai pris des photos, ils sont devant moi, la description. » Donc en tant que député, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Beaucoup plus faire de moyens. Passer des lois avec beaucoup des plus moyens financiers, techniques, logistiques pour les forces de l'ordre, mais également, vu l'actualité des derniers jours, et ça, Monsieur Tavernier, c'est votre mouvement qui malheureusement l'encourage. Lyon est saccagé pratiquement tous les jours par les mouvements d'extrême gauche et qui cassent et qui pillent. Je ne peux pas vous laisser dire ça, je n'encourage rien. Alors Boris Tavernier, vous répond pour l'Union populaire. Je n'encourage absolument pas. En tout cas, pour le Front populaire. Le Front populaire, en tout cas, l'encourage. Donc nous demandons la dissolution des mouvements d'extrême gauche, aussi bien d'extrême droite, qui saccagent notre ville. Et après, nous aussi, on voit que notre ville de Lyon, malheureusement, est prise en otage par un nouveau maire qui a une vision du centre-ville qui est quand même assez particulière, et les commerces n'en peuvent plus. Ils ferment les uns après les autres. On l'a bien vu hier, il y avait encore une manifestation des commerçants lyonnais qui sont rentrés en révolte citoyenne en faisant un machon, en invitant leur clientèle à essayer de continuer à venir. Mais malheureusement, on sait très bien que pour la capitale de la gastronomie, nous avons des points d'excellence. Et en effet, les Lyonnais consomment sur place, mais nous attirons aussi une clientèle de touristes, voire des villes limitrophes. Et ce qui se passe, c'est que quand vous avez quelqu'un qui venait avant d'Écully, qui mettait 20 minutes pour venir, aujourd'hui qui met 1h20, elle ne vient plus. Elle vient 1 fois, 2 fois, mais elle ne vient plus. Écully dans la banlieue ouest de Lyon. Boris Tavernier, vos 2 adversaires aujourd'hui se positionnent très clairement contre la majorité en place dans la ville de Lyon et dans la métropole de Lyon. Qu'est-ce que vous répondez pour le nouveau Front populaire? Je ne vais pas éluder les questions de sécurité. Juste pour parler des priorités dont vous parlez sur la 2e circonscription, elles sont multiples. La réalité de la Duchère n'est pas celle du plateau de la Croix-Rousse, ni celle de Saint-Rambert. Donc il faut aussi trouver des solutions qui sont en adéquation avec les attentes des habitants. Moi, j'entends aussi parler évidemment toujours de cette question de logement. Et là, pour le coup, qu'on soit où qu'on habite dans la circonscription, tout le monde est confronté à cette difficulté de se loger. Donc ça, pour moi, c'est vraiment
une priorité absolue. Sur la question de la sécurité aujourd'hui, j'ai quand même... alors encore une fois, je ne suis pas comme vous depuis plusieurs années dans la politique. C'est des sujets que je découvre et j'ai l'impression de ne pas habiter dans la même ville. Donc oui, il y a de la violence de partout, qui c'est de l'ultra-droite notamment. Je n'appuie absolument pas, en tout cas, les incivilités, évidemment. Après, je veux surtout pas mettre sur le même pied de comparaison détruire un abri de bus et agresser des personnes. Je pense que c'est quand même pas la même chose, mais évidemment que je condamne tous ces actes-là. Sur le travail qui était fait par la municipalité, j'ai quand même vu beaucoup Grégory Doucet, le maire de Lyon, solliciter Monsieur Darmanin pendant plusieurs mois pour essayer d'échanger, de travailler en bonne articulation avec la police nationale et la police municipale. Je l'ai vu développer les services de police municipale. Il a demandé des moyens supplémentaires qu'il a obtenus et pour autant il n'a pas investi plus ni dans les caméras de vidéosurveillance ni dans la coopération avec la police nationale. Les caméras aujourd'hui, je trouve que les vidéosurveillance, on parle de vidéosurveillance, ça ne va pas forcément empêcher un acte de se passer, mais dans les vidéosurveillances aujourd'hui à Lyon, le territoire est quand même plutôt couvert. Il y a 20% des caméras aujourd'hui où il ne se passe rien, où il n'y a effectivement pas de lieu. Aujourd'hui, il y a 24 caméras qui tournent dans Lyon, qui sont des caméras mobiles, qui restent plusieurs semaines, plusieurs mois, pour voir si c'est un quartier qui aurait besoin d'avoir une caméra sur le long terme. Donc ça, je trouve ça plutôt intelligent de continuer de mesurer, de quadriller le territoire. Oui, la semaine dernière, la caméra n'était pas au bon endroit. Alors, il y a une jeune fille qui s'est fait agresser sur l'esplanade du Gros Caillou à la Croix-Rousse. Il n'y avait pas de caméra pour identifier la personne qui a commis cet acte. Aujourd'hui, vous savez... Ça ne vous dérange pas et vous osez nous dire que vous ne vivez pas dans la même ville que nous. Et pourquoi vous refusez l'aide pour des caméras supplémentaires ? Si vous me laissez finir. Aujourd'hui, la caméra, je ne trouve pas qu'elle est... elle est hyper pertinente dans les transports, dans les bus, dans les trains. Il y a une vraie pertinence des caméras. Aujourd'hui, dans l'espace public, une cagoule, un bonnet, et on ne voit pas en fait. Donc quelqu'un qui va agresser, vous voyez très bien. On a vu encore toute l'extrême droite se balader dans les rues, de noir vêtus, scander quand même des slogans néo-nazis, fascistes. Non, mais ils étaient cagoulés, donc en fait à un moment donné on est tous les trois d'accord sur cette lutte contre l'extrême droite, donc mais la caméra ne résout pas tout. La caméra ne résout pas tout. Moi, ce que je veux, c'est de nouveau de la police de proximité qui a été démantelée par Sarkozy. Je ne suis pas contre l'augmentation des services de police, clairement pas, mais la police de proximité, je pense qu'elle servait vraiment à quelque chose qui permettait de faire le lien avec les gens et qui rassurait. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Donc moi, clairement, la police de proximité, je trouve que ce serait une très bonne idée de la développer. Je ne suis pas du tout contre monter les effectifs de police municipale sur la ville de Lyon. Marie Guillotot, parce que Loïc Terret, vous avez un peu d'avance sur le temps de parole. Marie Guillotot, sur l'incarnation de la fonction, on parlait du prédécesseur Hubert Julien Laferrière, le député sortant, qui était d'abord La République En Marche, puis Génération Écologiste, et qui a sans doute renoncé à se représenter sur fond de corruption. Marie Guillotot, comment vous comptez incarner la fonction de député si vous êtes élu ? C'est simple, c'est toute l'expérience que j'ai mis depuis des années par ma formation avec mes diplômes, mais également auprès des citoyens sur le terrain. Tout ce que j'ai défendu, tout ce que j'ai appris, c'est l'appliquer au niveau national et le transposer au niveau national pour au mieux protéger nos concitoyens et nos Français. Loïc Terren, sur ce statut du député, vous n'habitez pas ici aujourd'hui. Comment vous comptez être le député de la 2e circonscription du Rhône ? Ah bah si, j'habite en partie ici. Enfin, j'ai le siège de mon entreprise qui est à Paris, mais je suis souvent entre Paris et Lyon. Et je connais bien ce territoire, parce que comme je l'ai dit, j'ai été sur le terrain depuis la dernière élection, et j'ai fait face justement à Hubert Julien Laferrière, dont la suppléante est d'ailleurs la même suppléante que M. Tavernier. Et on a fait face, et je l'avais dit d'ailleurs déjà... Yasmine Bouaga, c'est ça, Yasmine Bouaga, maire du premier arrondissement. Et j'avais dit d'ailleurs à M. Julien Laferrière à l'époque qu'il ne ferait rien pour nos concitoyens et nos administrés, et qu'il ferait même sans doute pire que ça. Et alors pour le coup, on m'a donné raison, puisqu'il a été accusé de corruption à de multiples reprises. Une procédure judiciaire est d'ailleurs en cours, et donc il a décidé de s'arrêter. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est pas le député sortant qui finalement sort de la vie politique, c'est l'ensemble de ses soutiens, c'est-à-dire son ancienne suppléante qui est la suppléante de M. Tavernier, c'est-à-dire le maire de Lyon, c'est-à-dire le président de la métropole de Lyon, qui ne se sont jamais exprimés sur ce sujet. Donc nous ne savons pas si ces personnes-là qui aujourd'hui nous gouvernent localement
sont d'accord avec ce qui s'est passé ou pas, soutiennent ou pas l'action ou plutôt l'inaction de ce député sortant, et si M. Tavernier va finalement s'inscrire dans ses pas dans le cas où il serait élu. Alors je précise que donc Hubert Julien Laferrière avait été élu sous l'étiquette de La République En Marche, donc de la majorité présidentielle, en 2017 avant de changer 2022, pour oui. 2022. Oui. Boris Tavernier, vous qui êtes nouveau venu en politique, comment vous comptez justement devenir un député peut-être différent de ce qu'on peut voir c'est peut-être ce que vous voulez incarner? C'est ce que je voudrais incarner, mais c'est surtout aussi ce qu'on entend, nous, dans la rue. Effectivement, on a réussi à s'unir en 3 jours, à monter un programme en 5, mais il y a des attentes fortes. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement des partis, c'est des associations, c'est des syndicats qui sont mobilisés pour faire gagner le Front populaire. Donc on est redevable, et je pense qu'on n'aura pas une autre chance. Donc il ne faut pas que ça soit une union électorale, mais aussi une union pour faire des propositions à l'Assemblée. Moi, je compte faire ce que je fais depuis toujours, d'aller voir les gens, de discuter avec eux. Les problèmes, je les connais depuis longtemps. Que ce soit les problèmes de discrimination, les problèmes économiques, les problèmes de logement, d'accès à l'alimentation, tous ces problèmes-là, je les rencontre au quotidien aux 4 coins de France depuis des années. Donc moi, je veux continuer de m'appuyer sur ces associations, sur la société civile pour construire avec eux et débattre. On a fait depuis quelques jours, on fait des présentations du programme. On lit le programme, on est 50, 60, 70 personnes à lire le programme et chacun est expert en fait. Moi, j'ai pas toutes les solutions. Je vais être très bon sur certains sujets et j'ai l'humilité de pas tout maîtriser. J'ai aussi la forte volonté d'apprendre vite pour pas être non plus dépassé et puis il faut surtout être bien entouré. Mais l'expertise, elle est sur le terrain. Les gens sont experts de leur quotidien. Donc moi, je veux m'appuyer sur eux, échanger avec eux pour pouvoir mener une politique qui soit un peu plus juste et plus solidaire. Loïc Terren, une réaction? Oui, non, une réaction par rapport à ce que vous disiez. En fait, vous faites en campagne ce que vos élus, c'est-à-dire le maire de Lyon et le président de la métropole, font au quotidien pour les Lyonnais. C'est-à-dire n'écouter que vous, n'écouter que des militants et ne pas s'intéresser à ce que vivent les Lyonnais. Mais suivez-moi. Oui, mais justement, c'est bien pour ça que je vous dis ça. Moi, parce que je regarde. Je suis pas sur le terrain que pendant la campagne électorale. Mais moi non plus, Monsieur Tavernier. Ça fait même 2 ans que je suis sur le terrain et je pourrais vous donner bon nombre d'exemples qui vous mettraient bien en gêne par rapport à vos soutiens. Mais aujourd'hui, déjà, vous n'avez pas répondu à la question sur Hubert Julien Laferrière, c'est-à-dire que nous ne savons pas ce que vous pensez de ce mandat. Vous parlez de la parole les électeurs de gauche, les électeurs de gauche qui ne sont pas du coup les miens, mais qui a priori seraient plutôt les vôtres, sont en droit de savoir ce que vous pensez de cette action. C'est pas mon affaire, Hubert Julien Laferrière. Moi, je démarre, je viens pour porter de nouveaux espoirs, de nouveaux projets, et ce qui a été fait avec Hubert Julien Laferrière, ce n'est pas mon histoire. Ce n'est pas mon histoire. D'accord, donc vous n'avez pas d'avis sur sa gestion de son mandat. Je vous propose qu'on avance. J'ai posé la question également à la candidate Rassemblement National de savoir comment elle comptait être députée de la 2e circonscription. Voici sa réponse. Ma mission de députée, alors à la base, je ne suis pas une femme politique, je suis plutôt une femme de terrain. Donc ça, c'est sûr que je serai très discrète si je suis députée, mais je ferai en sorte de voter les lois qui apportent aux Français et aux Françaises une qualité de vie beaucoup plus normale, on va dire. Moi, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la reconnaissance des maladies invisibles au niveau du handicap, parce que ça, c'est très très rare. Moi, je sais que, en connaissance de cause, ma maman, elle a la fibromyalgie. Sa carte handicapée, elle l'a eue parce que c'était à un point avancé. D'autres n'ont pas cette chance et justement, je veux aussi défendre ça. Défendre la sécurité, l'immigration aussi, parce que on le sait tous, c'est pas que des chiffres, c'est réel. On sait que la plupart des agressions sont faites par des clandestins sous OQTF pour la plupart. Et je veux essayer justement d'arrêter qu'on soit un guichet social pour les autres. Anaëlle Bilot, donc candidate pour le Rassemblement National dans cette 2e circonscription du Rhône. Boris Tavernier, on entend la candidate du Rassemblement National parler immigration, c'est le sujet mis en avant par le RN. Comme toujours depuis des années. Sur ce sujet, Boris Tavernier, le nouveau Front populaire souhaite créer un statut de déplacé climatique. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Aujourd'hui, sur la question d'immigration, il faut être clair, oui, il y a plus d'immigration en France, mais c'est surtout un sujet mondial. Les gens, en tout cas quand on vient d'Afrique subsaharienne ou d'autres pays, on n'a pas juste envie de venir en France. C'est vraiment au niveau mondial, c'est pas moi qui le dis, c'est François Héran qui est spécialiste des migrations. C'est important de dire ça. C'est pas un appel d'air où tout le monde veut venir en France parce que tout se passe mieux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez précieux. Moi, j'ai eu l'occasion
il y a quelques années, de vous présenter un livre que j'avais fait qui s'appelait Femmes d'ici, cuisine d'ailleurs, où j'avais rencontré 15 femmes qui venaient du Cambodge, qui venaient d'Afghanistan, qui venaient du Soudan et qui avaient fui leur pays pour survivre. Je me souviens de Nancy, une copte d'Égypte qui vivait au Soudan, dont l'enfant a été enlevé par Daesh et qui est parti, qui a quitté le pays pour venir se réfugier en France. Et ben ces gens-là, pour moi, c'est de la richesse pour le pays. C'est une richesse culturelle et c'est aussi une richesse économique. Je pense à Rouba, qui est une Syrienne, qui a quitté Raqqa, qui s'est battue contre Bachar el-Assad. Aujourd'hui, elle a monté des entreprises, elle emploie plus de 50 personnes. Donc en fait, moi c'est vraiment ça que je veux dire, c'est cette richesse-là. Après, oui, aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas forcément envie de venir. Les déplacés climatiques, ils vont d'abord se déplacer au centre de leur pays, au cœur de leur pays, puis dans les pays voisins, et effectivement remonter. Nous-mêmes, peut-être que dans certaines villes de France, on va être contraint de se déplacer géographiquement parce que ça sera plus vivable. Donc c'est ça l'idée de déplacer climatique. Il y a c'est un vrai enjeu. Les gens ne viennent pas pour manger le pain des Français, ils viennent pour survivre. La France a toujours été une terre d'accueil, et je pense que le meilleur moyen justement de pouvoir répondre à cette immigration, c'est de bien l'accueillir. On a plein de personnes qui sont des pépites, et si on les accueille bien, s'ils arrivent à être logés, ils vont rapporter à la France. Et donc vous parlez de réviser le pacte asile-immigration européen pour un accueil digne des migrants, c'est juste la un formulation. Peu plus de fraternité, de solidarité, quoi. C'est tout ce que je demande. Marie Guillotot pour les Républicains avaient défendu notamment sans succès la mise en place d'un référendum d'initiative populaire sur la question de l'immigration. Est-ce que vous reprenez à votre compte dans cette campagne cette proposition ? Bien sûr, tout d'abord, je voudrais revenir sur les propos de M. Tavernier. Je pense que sa vision de l'immigration est complètement utopiste. Enfin, la migration climatique, nous savons très bien, avec les projections qui sont faites à 2050 pour la planète, nous avons en dehors des flux continus de populations qui vont migrer, mais que ce soit, comme vous dites, en France ou d'autres pays, ou voire même les Français. Donc ça veut dire qu'on migre tous dans un sens et dans l'autre. Et en France, on ne peut pas accueillir non plus tout le monde. Et avant de pouvoir accueillir, il faut aussi pouvoir accueillir dans des situations dignes pour tout le monde. Je voudrais juste donner quelques chiffres. En 2022, c'est 433 étrangers qui sont rentrés légalement sur le sol. On ne parle pas des illégaux. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, on est à 1,6 million de premiers titres de séjour qui ont été accordés depuis 2017. Et ça, on parle des immigrés extra-européens. Le nombre d'OQTF qui ont été exécutés... Donc obligation de quitter le territoire français. Exactement, sont encore moins exécutés qu'avant. Avant, nous avions un taux d'exécution qui était, en 2015, on était à 17%. Aujourd'hui, en 2022, au premier semestre, on est passé à 7%. Au total, l'immigration est passée de 4,3 millions en 99 à 7 millions en 21, parce qu'on est désormais à 10% de notre population. Donc il est urgent de retrouver une réelle maîtrise de notre immigration. Et c'est ce qu'on nous avait, les Républicains ont proposé. C'est une réforme constitutionnelle et nécessaire pour protéger nos frontières. Il faut réduire massivement l'attractivité de notre modèle social. Alors par quelle mesure réformer l'aide médicale de l'État et aussi conditionner le versement des aides sociales non contributives à plusieurs années de séjour en France. Il faut avoir des quotas migratoires qui sont votés par l'Assemblée pour les maîtriser, et y compris sur les quotas familiaux. On peut pas, il faut limiter absolument le regroupement familial, et il faut avoir aussi une suppression du droit du sol qui est automatique. Et il faut appliquer des expulsions des étrangers qui se retrouvent sur notre territoire national et qui ont été condamnés à plusieurs peines d'emprisonnement et qui représentent une menace pour les Français et pour l'ordre public. Et autoriser également la sûreté pour les personnes qui sont suspectées de terrorisme, et y compris la rétention de sûreté, y compris pour nos nationaux. Je voudrais juste quand même rappeler, parce que vous avez quand même des propos qui sont la LFI sur tout ce qui est immigration, mais... vous n'avez pas voté à l'Assemblée ce qui était les propositions visant à faire respecter le droit international dans le secours des migrants en mer Méditerranée. Et vous avez, avec la complicité de la majorité, refusé de criminaliser les passeurs. Je pense qu'aussi le problème doit être pris dès l'origine et dès les réseaux qui les mettent en place pour qu'il y ait aussi humainement que ça soit dans des conditions qui sont différentes. Loïc Terren, pour la majorité présidentielle, il y a eu cette loi Asile et Immigration qui est passée, mais avec difficulté, avec un apport des Républicains contesté. Qu'est-ce que vous comptez prendre comme mesure concernant cette immigration en France ? Écoutez, moi je vais être très clair sur ce sujet. J'appartiens à un mouvement de jeunesse qui s'est opposé à la dernière mouture de la loi immigration. Chacun peut le retrouver sur
mes réseaux sociaux, parce qu'il y avait certains sujets, dont la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État, qui me dérangeait profondément, parce que pour moi, ça n'est pas le problème. Je m'explique, Monsieur Tavernier le disait, aujourd'hui, les flux migratoires, c'est non seulement un fait de notre société, mais c'est un fait du siècle, et ça ne va pas aller en ralentissant au fil des années, au fil de ce qu'on va connaître. Rien que si on parle des réfugiés climatiques, qui seront quasiment 250 millions à horizon 2050 pour l'instant, en tout cas dans les statistiques, pardon, et donc il faudra bien accueillir ces personnes, comme on accueillera aussi les personnes qui fuient la guerre ou qui fuient des tensions liées à leur propre origine, leur propre identité. Et donc, dans ce pays, il faut accueillir mieux quand on peut accueillir. Mais donc ça veut dire revenir sur la loi Asile et Immigration? Non, pas du tout. Votre prise de position, si vous me avec laissez votre finir, association. je vais donner les... Non, il faut accueillir mieux quand on peut accueillir. Il faut refuser évidemment l'asile quand on ne peut pas donner cet asile, quand notre pays n'est pas en capacité, y compris nos services publics, d'accueillir des personnes supplémentaires. Et surtout, il faut lutter justement contre ces passeurs. Et je crois, Madame Guillotot, que vous vous trompez, parce que ce soit la loi immigration ou le pacte asile-immigration à l'échelle européenne, qui ont tous les deux été votés par notre majorité et qui n'ont pas été votés par vous. En l'occurrence, on prévoit justement de lutter contre ces passeurs qui sont en réalité des passeurs de misère et qui font croire à des personnes qu'ils arriveront dans un pays où tout sera beau et tout sera merveilleux, alors que l'on sait la détresse dans laquelle ils peuvent vivre et ce qu'ils peuvent connaître, y compris en France quand ils arrivent et qu'ils sont déboutés du droit d'asile. Donc il faut être extrêmement prudent sur ce sujet et donc il faut surtout mieux organiser notre système migratoire, non pas uniquement à l'échelle française. L'histoire des quotas, mais même l'histoire d'ailleurs de l'aide médicale d'État. Si tout ça n'est pas régulé à l'échelle européenne, ça ne sert strictement à rien. Et c'est pour ça qu'on a voté un pacte asile-immigration à l'échelle européenne qui est très ambitieux et qui nous permet aussi de venir en aide à nos voisins, y compris ceux qui nous disaient qu'ils n'auraient plus d'immigration s'ils arrivaient au pouvoir, comme Madame Meloni en Italie, mais pour que l'Europe soit solidaire face à ce défi immense et soit solidaire aussi avec ces personnes, soit en travaillant avec les pays d'origine, soit en les accueillant du mieux que l'on peut. Les élections législatives sur RCF. Les élections législatives et cette deuxième circonscription du Rhône, on vous propose un débat entre trois candidats aujourd'hui. Boris Tavernier pour le nouveau Front Populaire et l'Union de la Gauche, Marylle Guillotot pour les Républicains et Loïc Thérène pour la majorité présidentielle du parti Renaissance. Alors, je pense pas qu'on ait le temps véritablement d'aborder les mobilités et l'écologie. Peut-être que vous le ferez de vous-même. Mais j'aimerais vous poser une question à tous les trois, encore une fois un peu incarnés dans ce territoire. Qu'est-ce qui fonctionne à Lyon et que vous aimeriez exporter, on va dire, à Paris ou à l'échelle de la France? Qu'est-ce que vous constatez dans cette deuxième circonscription du Rhône qui pourrait faire l'objet d'une proposition de loi que vous aimeriez porter? Boris Tavernier. Il y a quelque chose que je trouve qui est assez exceptionnel, c'est la régie publique de l'eau. Aujourd'hui et surtout demain, il y aura un vrai enjeu sur l'eau. Il ne faut pas mentir aux gens, l'eau devrait augmenter, la denrée va se faire rare et obligatoirement ce qui est rare est cher. Donc la régie publique de l'eau, ça permet déjà les premiers mètres cubes d'eau gratuits pour toutes et tous. C'est universel, c'est pour tout le monde. Et il y a la même question sur l'électricité. Donc porter ce sujet pour que le privé se gave un petit peu moins sur l'eau, ça me semble être important de protéger les communs. Et ça, c'est très bien fait à Lyon et je pense que ça mérite vraiment d'être poussé au niveau de l'Assemblée nationale. Loïc Thérène pour la majorité présidentielle. Moi, je sais plutôt ce qu'il ne faut pas exporter à l'échelle du pays, c'est-à-dire la gestion de cette ville et de cette métropole par cette nouvelle NUPES qui s'appelle maintenant Front Populaire, et pour bien des raisons, je vais pas... Donc y compris la régie publique de l'eau, pour rebondir là-dessus. Mais la régie publique de l'eau, c'était une très bonne chose, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, si vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette métropole de Lyon n'a plus d'argent. Je crois qu'on n'en parle pas assez d'ailleurs dans la presse locale. Il y a eu quelques articles, mais peu de monde le savent. Aujourd'hui, la métropole de Lyon ne renouvelle plus les agents qui sont en CDD parce que nous n'avons plus d'argent dans les caisses. C'est une réalité. Aujourd'hui, il y a des travaux de voirie qui vont être à l'arrêt parce que la métropole de Lyon n'a plus d'argent.
Et vous savez, et je pourrais vous prendre évidemment tout un tas d'autres exemples, mais vous savez pourquoi c'est le cas ? C'est parce qu'en réalité, les écologistes et les insoumis au pouvoir à la métropole ont bénéficié d'une politique, celle de Gérard Collomb, puis de David Kimmelfeld, qui a été plutôt vertueuse, notamment en termes de production de logements, en termes de création de projets urbains. Et au bout d'un moment, ça n'a plus fonctionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les recettes fiscales que nous avions jusqu'à présent, notamment sur la production de logements. Et en réalité, la métropole n'a plus d'argent. Elle n'a plus d'argent pour investir dans la transition. Il y a moins de transactions immobilières. Oui, notamment. Alors, je vais quand même reposer ma question. Qu'est-ce qui fonctionne à Lyon, pour ne pas prendre en creux ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fonctionne à Lyon et que vous aimeriez porter à l'Assemblée nationale? Ce qui fonctionne pour le coup, c'est l'alliance entre l'économie et l'écologie. Et entre l'innovation écologique et l'industrie à Lyon et dans la métropole de Lyon. Prenons l'exemple de la vallée de la chimie qui est en train de contribuer finalement à construire notre souveraineté énergétique française et européenne. Prenons tous ces commerces de proximité aussi qui ont fait beaucoup d'efforts pour s'adapter à la transition écologique tout en ayant envie de rester attractifs, que ce soit dans la presqu'île ou dans le reste de la ville de Lyon. Et c'est ça qu'il faut accompagner, c'est-à-dire des acteurs économiques qui sont engagés dans la transition mais qui ne veulent pas qu'on leur dise qu'ils n'ont pas de place dans notre ville. Marylle Guillotot, qu'est-ce qui fonctionne à Lyon et que vous aimeriez porter à l'Assemblée nationale? Je vais faire un peu pareil, je vais un peu prendre le contre-pied de votre question. Hein. Alors je vous reposerai la question pour savoir mais en tout cas, ce qui est positif. Nous, en défendant plutôt une écologie, pas du tout ce qui se passe par les collègues de la NUPES et écologistes de Lyon qui a pris vraiment Lyon en otage. On est pour une écologie de progrès et pas pour une écologie punitive et de décroissance. Il faut d'un côté développer la filière nucléaire, ça vous le savez très bien, qui est une énergie décarbonée à faible coût qu'on défend, mais on est tous écolos aujourd'hui. Nous avons tous un côté écologique, nous voulons une planète plus verte, pour moins polluer, pour nos enfants, pour nous, mais ça se fait aujourd'hui au détriment de la société, ça se fait au détriment de l'économie, alors que ça doit être les acteurs premiers de cette transition. Cette transition doit se faire avec des progrès techniques et pour concilier contre les luttes contre le changement climatique et non pas une volonté de décroissance comme il est fait à Lyon où nos entreprises qui ont un rayonnement national, régional mais aussi international, voire nos commerces de proximité qui sont aujourd'hui cloisonnés et qui se retrouvent privés d'une partie de leur clientèle et de leur développement du fait de cette politique qui n'est pas acceptable. Donc pas de mesures positives? Mesures positives, on n'y arrivera pas. Si. On y arrivera pas. Continuer à faire rayonner notre région, notre modèle économique et que Lyon garde sa place française qui est plutôt une ville en déclin en ce moment. Marylle Guillotot, vous avez un peu de temps de retard, donc je vais vous poser une question je peux vous poser uniquement à vous. Quelle est la voie que vont incarner les Républicains? On sait qu'il y a eu une ligne un peu flottante avec votre président de parti, Éric Ciotti, qui a fait alliance avec le Rassemblement national sans avoir prévenu personne d'autre. Dans le Rhône, visiblement, tout le monde est contre cette ligne Ciotti. Vous avez choisi d'être candidate pour les Républicains. Quelle voie à droite, véritablement, vous comptez incarner? Exactement. Monsieur Ciotti a, à Paris, négocié un strapontin pour lui-même à Nice et est parti tout seul dans un combat qui n'est pas le nôtre, avec des idées qui ne sont pas le nôtre. C'est dans les statuts du parti, toute décision doit être collégiale et aucune alliance avec les extrêmes est possible. Immédiatement, dans le Rhône, on a été 269 élus à dire c'est soit M. Ciotti, soit le reste des élus du Républicain, ce qui a tout de suite été transformé dans la France en quelques heures par l'ensemble des élus français. Mais ce qu'on dit, c'est que vous êtes pris en tenaille entre d'un côté la majorité présidentielle, de l'autre côté l'extrême droite. Quelle est l'identité aujourd'hui de la droite républicaine dans cette campagne législative 2024 ? Nous incarnons toujours les mêmes valeurs d'une droite républicaine et indépendante, issue du gaullisme, et défendons toujours les mêmes idées. Nous n'avons pas changé, ce n'est pas l'actualité de M. Ciotti qui fait que nous changeons de position. Mais ces valeurs, est-ce que vous pouvez nous les citer ? Ces valeurs sont toujours les mêmes, la sécurité, la famille, encourager l'entreprise, le développement économique. En effet, nous voulons tous protéger notre planète et une meilleure vision, réformer l'État qui est plus sur le régalien, que nous ayons un État plus fort et que la France retrouve sa position dans le monde et qu'il y ait un rayonnement fort de la France avec une armée également aussi. Nous avons tellement de sujets à balayer que nous ne pouvons pas, mais en tout cas, ce sont toujours les mêmes valeurs. Alors, Boris Tavernier, pour l'Union de la Gauche, vous avez pas mal de temps de retard. C'est avec vous qu'on va presque finir cette émission. Même question pour cette Union de la Gauche qui s'est faite en 3 jours, qui n'avait
pas réussi à se faire pour les européennes. Vous qui n'êtes pas du sérail politique, mais qui êtes proche des écologistes, comment vous comptez incarner un arc qui va de la France insoumise et de positions très radicales jusqu'au PS Place Publique, qui est arrivé d'ailleurs en tête dans la majorité de cette deuxième circonscription du Rhône? Mais il va falloir beaucoup discuter, mais je pense qu'on a quand même réussi à prouver, on a réussi à se rassembler en 3 jours, personne n'y croyait. Si Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée, il ne pensait pas vraiment que les forces de gauche seraient capables de se réunir. Et on a réussi à se mettre d'accord sur un programme commun. Donc ce programme commun, on va le suivre. Il y avait des lignes rouges pour pas mal de candidats, et aujourd'hui on est d'accord sur beaucoup de choses. Mais il va falloir travailler, et il va falloir évidemment, il me semble que la politique c'est aussi négocier et réussir à faire le mieux possible, et encore une fois pour une société plus juste et solidaire. Je voulais juste revenir vite fait sur cette question de nucléaire. Aujourd'hui, une centrale, ça met 20 ans, 25 ans, vraiment vite, je ne sais même plus à combien on est. Donc évidemment qu'on ne peut pas passer du jour au lendemain du nucléaire aux énergies renouvelables, mais il faut massifier les énergies renouvelables. Ça va beaucoup plus vite, entre 3 et 5 ans, pour construire des éoliennes, pour construire des panneaux photovoltaïques. On peut relocaliser aussi l'économie en France en travaillant sur les énergies renouvelables. Donc je ne dis pas qu'il faut fermer les centrales aujourd'hui, parce qu'on en a besoin pour cette transition, mais demain, ça, il sera trop tard. Quand on parle d'une centrale, on parle dans 20 ans. Vous êtes à l'aise avec toutes les positions? Vous êtes pour le nucléaire? Non, moi je suis pour développer massivement les énergies renouvelables et arrêter avec le nucléaire, évidemment. Donc vous êtes contre le nucléaire? Et juste, d'accord. Le temps que je... Est-ce que vous êtes à l'aise avec toutes les positions sur lesquelles sont tombés d'accord les partis de gauche? Je suis à l'aise avec beaucoup de positions. Il y a des choses qui demanderont à être retravaillées, à aller plus loin. J'avais des questionnements sur l'école gratuite. Est-ce qu'il vaut mieux répartir, encore une fois, comme on peut le faire dans pas mal d'écoles, les richesses, et en même temps le côté universel? Si déjà les plus riches payent plus d'impôts, qu'ils puissent aussi avoir la gratuité de l'école, et ce côté universel, je trouve ça plutôt pas mal. Mais il y a des choses où on faudra aller plus loin. Notamment, j'en parlais tout à l'heure en début sur le blocage des prix. Oui, ça fonctionne dans l'urgence sur quelques mois, mais il faut vraiment proposer autre chose. Et on aurait pu parler aussi des services publics, des hôpitaux. Les agriculteurs pensent la même chose. Ces tiraillements, parce qu'il y a des questions quand même importantes sur lesquelles il a fallu se mettre d'accord. Pour vous, ça peut tenir en cas de majorité après ces élections législatives? Je l'espère vraiment. Moi, je ne serais pas parti sans une union, ça c'était évident. Et c'est ce que j'ai tout à l'heure, on n'a pas d'autre choix. Là, c'est la dernière chance que nous donnent aussi les électeurs de gauche et écologistes. On doit faire le job, et l'enjeu est beaucoup plus fort que nos petites personnes. Marylle Guillotot, il vous reste 30 secondes si vous voulez conclure. Est-ce que vous souhaitez avoir un message pour cette campagne? Oui, bien sûr, je pense que les Français sont plongés dans un moment historique de la Ve République. Je voudrais pas, quand même, M. Tavernier n'a pas parlé dans son rassemblement des troupes qui prônent l'antisémitisme. J'aurais bien voulu l'entendre sur ce sujet, mais bon, passons. Si nous ne voulons pas que la France soit gérée dans quelques jours par les extrêmes, il est essentiel que tout le monde se mobilise dès le 30 juin. Il faut que les Français soient conscients de ça, et l'alternative est possible sur notre territoire. Et nous vous proposons de voter dès le 30 juin massivement pour l'alternative de la droite républicaine. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Vous êtes donc candidats dans cette deuxième circonscription du Rhône. Boris Tavernier pour le Nouveau Front Populaire, Loïc Terren pour la majorité présidentielle, et puis Marylle Guillotot pour les Républicains. On donne la liste des 7 autres candidats: Delphine Bridet pour Lutte ouvrière, Vanessa Etienne pour Reconquête, Karim Mahmoud Vintam pour le Mouvement, Pascal Coulan pour Notre Futur, Anthony Bruno pour le Nouveau Parti Anticapitaliste, Mickaël Jouteux pour le Parti des Travailleurs et Nizar Touiri. C'est terminé pour ce débat spécial législatif. Vous continuez à suivre cette campagne sur notre antenne, sur nos réseaux sociaux et sur rcf.fr. Excellent week-end.